Bienvenue à tous sur cette table ronde consacrée aux métiers et aux emplois de l'environnement. Aujourd'hui, il s'agira plus particulièrement de voir auprès de nos intervenants quelles sont les attentes des recruteurs en termes de formation, mais également en termes de compétences requises pour accéder aux emplois de l'eau, des déchets et plus largement de l'environnement. Donc je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, à savoir quels sont les métiers en fait qui recrutent. Je me tourne vers vous, Laurence Lupin. Quelle est la typologie de profil que vous recrutez à la direction de l'eau exactement? Vous nous parliez d'eau et d'assainissement. Ce sont à 50-50 des techniciens, des ingénieurs. Comment ça se passe? Déjà, on se trouve dans le monde des collectivités locales, donc c'est des agents de la fonction publique territoriale. Et donc on cherche des métiers, je vous ai dit, opérationnels. Donc on a un bureau d'études composé d'ingénieurs en hydrologie, en hydraulique. Nous avons aussi des exploitations d'ouvrages comme des stations d'épuration, mais aussi des gros réseaux, des stations de pompage. Donc des métiers du coup terrain, hein, ce sont des profils de techniciens, des profils d'ingénieurs. Et également, on a des contrats avec des sociétés privées, soit des marchés publics, soit des délégations de services publics. Et nous avons besoin de profils techniques, mais pour nous aider, pour gérer ces contrats, en fait. Hein. Donc, quand on délègue à une société pour une dizaine d'années l'exploitation d'un réseau d'eau potable, c'est le cas à Lyon, eh bien, il faut des gens pour suivre techniquement ces contrats et tous les indicateurs qui sont à l'intérieur de ces contrats. Techniquement, ça veut dire quoi? Technicien supérieur? BTS donc? Donc oui, un petit peu tous les niveaux de formation. Hein, BTS, on a des agents qui sortent même avec le bac. Donc après BTS, bac plus 2, bac plus 5, voilà. On a un peu tous les profils. Et spécifiquement des formations sur le domaine de l'eau et de l'assainissement ou un peu plus largement sur les domaines de la mécanique, de l'électronique? Voilà, donc effectivement, en priorité sur les domaines de l'eau, de l'assainissement. Donc on peut avoir des profils au niveau environnement plus large. Si vous vous présentez en tant que candidat et que vous avez une envie particulière de vous lancer dans ces métiers-là, ça peut fonctionner également. Et donc, effectivement, ça peut être des profils de mécanique, électromécanique. Et puis, c'est le thème de ces quelques jours à l'AST, également système d'information lié à ces métiers-là. D'accord, donc tout ce qui est SIG notamment. Notamment, oui. D'accord, vous faites beaucoup de cartographie? Oui, oui. Tout l'ensemble des réseaux et des installations sont gérés par des outils cartographiques. Alan Bonizek, vous recrutez plus spécifiquement des ingénieurs. Quel est là aussi un petit peu leur profil? Ils sont plutôt universitaires, plutôt grandes écoles? Si oui, lesquelles? Alors, on n'est pas fermé hein, sur des profils universitaires ou écoles. On a des managers qui sont sortis de certaines écoles qui, par corporatisme, reprennent forcément plus naturellement des étudiants de leur profil. Mais on prend aussi bien des ingénieurs que des profils universitaires. En école d'ingénieurs, on a des écoles dans lesquelles on se sert quand même assez régulièrement, qui vont être l'ENGES de Strasbourg, l'ENSET de Toulouse, l'ENSECUB de Grenoble. Les agros également, ParisTech, Beauvais-La Salle, et des formations universitaires qu'on trouve un petit peu partout en France également. Donc là-dessus, on est assez ouvert. Donc c'est des profils à la fois donc, en hydraulique, et puis donc là, ça va être des recrutements en volume et de façon assez spécifique sur des problématiques et des postes assez compliqués à pourvoir sur des génies civilistes. Donc des gens qui vont faire plutôt la maîtrise d'œuvre. Donc ça, ce sont des recrutements qu'on a toujours un petit peu de difficulté à pourvoir parce qu'on n'est pas forcément non plus identifié. C'est des marchés concurrentiels? C'est assez concurrentiel, de plus en plus. Donc on a des majors qui sont confrères et concurrents. Et puis en local, on a des petits bureaux d'études également qui ont des modèles économiques un petit peu différents des nôtres, qui leur permettent de se positionner sur des affaires sur lesquelles nous ne pouvons pas aller. Donc, Oui, parce que finalement, le génie civil, ça sert un peu partout. Ça sert dans les grands ouvrages, ça sert dans les éoliennes. Vous les arrachez tous, en fait. Dès lors qu'il y a du béton, effectivement, ça nous intéresse tous. Donc ce sont des compétences qui sont assez prisées. Finalement, on se rend compte que les métiers de l'environnement au sens large, ce ne sont pas forcément, ça ne va pas forcément de pair avec des formations environnementales. Pierre Hitzberger, c'est aussi le cas aussi, Tom? Est-ce que vous observez cette tendance de dire vous traitez du déchet, donc qui fait partie des secteurs historiques de l'environnement, et pourtant les profils que vous recrutez ne sont pas forcément spécifiquement du domaine du déchet? En fait, on recrute quasiment pas de spécialistes de déchets. Nos besoins Comme ça, vous êtes briefé. Voilà, nos besoins sont des spécialistes en électricité, contrôle-commande, génie civil, un peu moins, on n'a pas trop de difficultés sur cette compétence-là, mécanique des fluides, thermique.
Après, la culture environnementale, elle vient assez vite. Un jeune ingénieur, au bout de 6 mois, s'il est un peu curieux, même s'il est électrotechnicien à l'origine, il est capable de connaître parfaitement le mécanisme du contrat éco-emballage sur la REP emballage ou les contrats d'achat de revente d'énergie à EDF Co. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, très clairement, ce qu'on recherche, c'est des profils très techniques de gens qui maîtrisent le fond du sujet sur les grands métiers historiques de l'ingénieur, parce qu'on gère des installations industrielles qui certes traitent des déchets, mais qui ont plein de points communs avec toutes les installations industrielles qu'on peut trouver, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, incinérer des déchets, c'est une installation qui est aussi complexe qu'une centrale thermique ou qu'une installation nucléaire. Voilà. Donc. Ça veut dire que vous avez le même souci également que M. Bonizek en termes d'identification pour que des profils comme ça, qui ne sont pas des profils environnementaux, viennent vous voir et postulent au SICTOM ? Très clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on reçoit beaucoup de CV comme tous les employeurs potentiels, et j'allais dire 80% des CV qu'on reçoit ne correspondent pas au type de métier que potentiellement on peut avoir. Alors même si on est une petite structure, donc par rapport à ma collègue de la métropole de Lyon, on n'a effectivement que l'activité suivi de contrats, voilà, sur lesquels on a effectivement c'est le même métier, contrôler des contrats en déchets ou contrôler des contrats type eau assainissement, c'est les mêmes mécanismes. Et après, on a toute la gestion du patrimoine qui, là, nécessite vraiment des compétences techniques. Et aujourd'hui, effectivement, on reçoit énormément de CV de gens qui ont fait des formations générales en environnement et qui ne correspondent absolument pas à nos besoins, puisque nous, on a besoin de gens qui maîtrisent ce qui se passe dans les installations industrielles. Daniel Baumgarten, c'est la même chose chez Séché, on ne recrute pas forcément des spécialistes du déchet. Je ne peux que confirmer tout ce qui a été dit jusqu'à présent. On ne recrute pas forcément des spécialistes du déchet, mais pas même des spécialistes de l'environnement. Parce que de la même manière que vous avez des incinérateurs, nous aussi on en a. Il y a d'autres techniques qui sont utilisées comme la méthanisation ou autre. Et là, qu'est-ce qu'on va rechercher ? On va rechercher un biologiste, on va rechercher un chimiste, on va rechercher un électromécanicien, comme vous disiez, pour le même type d'installation. Donc ce sont en général des gens qui ont des formations pointues dans un domaine donné et qui ont, et ça c'est le critère après qu'on retrouvera beaucoup en regardant un CV sur les stages qui ont été effectués, sur les loisirs, sur les différentes choses, qui ont une sensibilité environnementale. Et c'est celle-là qu'on va essayer de détecter lorsqu'on arrive à une phase d'entretien et de voir comment, derrière, on va former à cet aspect plus spécifiquement environnement quelqu'un qui est très pointu dans un domaine technique et lui permettre à ce moment-là de circuler un peu de place en place. Et si on regarde qu'est-ce qu'on a un peu comme monomaniaque dans la chose, c'est l'ingénieur chimiste qui est quand même une grande base. Pour prendre 1% de l'effectif sont des ingénieurs chimistes sortis d'école de chimie et ne travaillant qu'en laboratoire. Donc on a vraiment des gens là qui sont totalement ciblés sur quelque chose d'extrêmement précis. Et pour le reste, on va beaucoup plus chercher des formations universitaires ou des écoles qui ont une spécialité, mais qui peuvent devenir très rapidement polyvalents et bouger à travers les différentes structures du groupe. Parce que c'est là aussi qu'on arrive à obtenir une certaine mobilité des personnes, géographiques si elles en ont envie, mais surtout une mobilité de fonctions qui permettent d'enrichir les différentes fonctions. Un biologiste qui a travaillé à un moment donné sur une partie de station d'épuration peut devenir extrêmement intéressant par après dans une gestion de l'intégration à la biodiversité d'un site qui a une certaine surface. Donc ce sont des évolutions qui arrivent. Alors juste sans vous noyer de chiffres, pour l'entreprise, l'âge moyen est de 41 ans. Les hommes ont 1 an de plus que les femmes. Bon. L'ancienneté moyenne est de 11 ans. Les hommes ont 2 ans d'ancienneté de plus que les femmes. Et le taux de féminisation est de 25%. Donc ça, c'est effectivement un sujet auquel on est toujours très attentif. Il y a des fonctions qui ont un certain nombre de contraintes qui expliquent ce genre de disparité. Parce que la parité normale, c'est 1 pour 2. C'est entre autres les sites qui fonctionnent en feu continu. Donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec les contraintes du travail posté. Et qui, eux, font que ces fonctions-là sont des fonctions quasi exclusivement masculines.
Du coup, si je vous suis bien, ça veut dire que pour travailler dans le domaine de l'environnement, en fait, il vaut mieux faire une formation un petit peu générale ou traditionnelle et rajouter un vernis vert. C'est ce qu'on appelle les métiers verdissants ou... Je ne sais pas si tout le monde est familiarisé avec cette notion de métier vert, métier verdissant. Alors, je n'utiliserai pas le terme de vernis, j'utiliserai le terme de sensibilité et de capacité à évoluer. Oui, je suis d'accord avec ça. Vous êtes tous d'accord autour de la table? Oui. Benoît Bourges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jeunes en fait, qui font des formations spécifiquement en environnement, ils terminent où si les grands acteurs qui sont à côté de vous recrutent plutôt des profils traditionnels avec donc une sensibilité environnementale? C'est-à-dire que tous ceux qui sortent avec un master, une licence pro, un BTS spécifiquement étiqueté environnement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors on observe différentes typologies suivant le domaine de la formation environnementale suivie. C'est-à-dire que de manière générale, ceux qui vont suivre une formation dans le domaine de prévention et réduction des pollutions ou de maîtrise des énergies et des énergies renouvelables vont avoir un taux d'emploi assez bon, alors que ceux qui vont plutôt privilégier des formations de type gestion sociétale de l'environnement, protection de la nature ou aménagement du territoire et cadre de vie, eux vont avoir des taux d'emploi qui vont se retrouver dans la moyenne des formations d'ensemble. Et ceux qui vont privilégier une formation de type hygiène, sécurité, santé et environnement, eux vont avoir des taux d'emploi légèrement plus faibles. Et effectivement, on observe que de manière générale, sortir d'une formation environnementale, dans près de la moitié des cas, ne permettra pas d'occuper un emploi en lien avec l'environnement. C'est gênant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on continue à former des jeunes alors qu'on sait que 50% ne tiendront pas. Enfin, vous n'êtes pas forcément responsable là-dessus, mais c'est vrai que ça pose quand même question sur le fait qu'on propose autant de formations sur les secteurs qui débouchent sur des métiers qui ne sont pas des métiers de l'environnement et en correspondance avec la formation. Alors pour donner sur le fait qu'on quantifier le nombre de formations purement environnementales, je vais me permettre de montrer quelques données du PowerPoint. On a environ, en dernière année d'une formation environnementale, donc dernière année d'un baccalauréat environnemental, d'un BTS environnemental, dernière année de licence, master ou dernière école d'ingénieur, on a environ 100 000 élèves étudiants, donc 8% des inscrits. Et on a environ 20 000 personnes qui sortent pour la première fois du système scolaire, soit 3,4% de l'ensemble des sortants. Donc ça reste, c'est en progression. C'est en progression parce qu'on a de plus en plus de formations environnementales. En 2011, on a de nouveaux baccalauréats qui se sont en lien avec l'environnement qui se sont créés. Et c'est gênant. Et en même temps, on observe que les taux d'emploi en sortant d'une formation environnementale sont légèrement meilleurs que ceux d'une formation non environnementale. Alors c'est aussi lié au fait que les formations environnementales sont plus souvent de type master ou bac plus 5, ce qui effectivement est un soutien pour s'insérer sur le marché du travail. Mais voilà, de manière générale, certaines formations environnementales, même si ça ne permet pas de s'insérer sur un métier environnemental, permettent quand même de s'intégrer davantage dans le marché du travail. Et là, je vais poser le micro pour enfin éteindre mon portable. Oui, allez-y, pendant ce temps-là, une petite question. Et je voulais savoir, du coup, moi je suis plutôt sur le domaine HQSE, donc là j'entends que apparemment c'est un peu bloqué de ce côté-là. Qu'est-ce que vous conseillez, par où aller concrètement? Je peux peut-être y répondre en l'occurrence sur le HSQE ou le QHSE ou le QSE. Le HSE, on peut le faire à peu près dans tous les sens, dans toutes les combinaisons. A priori, vous avez plutôt pas mal de chance par rapport aux formations spécifiques environnementales, c'est que le panel des entreprises qui vous sont ouverts est très très large. Des ingénieurs HSE, on peut en avoir aussi bien dans l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'automobile, quelque part tout site de production industrielle, voire maintenant de service, doit embaucher ce type de profil. Donc a priori... Je confirme effectivement, les entreprises et les collectivités sont de plus en plus certifiées et donc on a besoin de profils comme le vôtre. Voilà. Moi je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous faites preuve d'un peu d'ouverture en disant je suis formé dans telle spécialité mais je suis prêt à ouvrir et voir éventuellement d'autres métiers, ça va être bien.
Est-ce que globalement, on ne peut pas dire que sur les métiers de l'environnement, il y a une inadéquation entre le besoin, qui est plutôt sur les besoins techniques, des besoins de terrain, et sur le fait que la majorité des formations, en tout cas des étudiants, vont jusqu'à des niveaux élevés en fait, de formation. Bon, c'est vrai que là, mis à part M. Bongarten, avec ses champs environnement, on a une bonne représentation de la population ingénierie, voire technicien supérieur. Mais est-ce que les métiers de l'environnement, ce sont avant tout pas des métiers techniques, des métiers de terrain qui imposent quelque part un niveau de formation relativement modéré, type Bac+2, Bac+3, voire en dessous? Alors pour les maîtrises de l'énergie et de l'énergie renouvelable, on est tout à fait dans ce cas-là, avec effectivement, c'est le domaine où il y a le plus de personnes de niveau bac ou inférieur au bac ou Bac+2, avec effectivement des gens qui vont installer l'isolation, qui vont installer le photovoltaïque, et du coup qui permettent une bonne intégration sur le marché du travail. Après, pour les autres domaines, il faudrait plus se retourner vers les spécialistes métiers, puisque dans les statistiques, ça ne se voit pas de prime abord, où ça nécessiterait de nouvelles analyses plus approfondies. Est-ce que vous avez identifié des secteurs d'activité qui ont le vent en poupe, ou en tout cas qui sont en train de monter par rapport à d'autres qui seraient soit stables, soit déclinants? Est-ce que globalement on peut dire qu'il y a la réglementation est motrice en fait, puisqu'elle a quand même beaucoup évolué ces dernières années, depuis le début des années 2000, est-ce que ça a été moteur pour l'emploi? Alors ce tableau permet de retracer la majeure partie des métiers de l'environnement. Donc on voit par grand domaine, grand secteur d'activité. On retrouve les enjeux du déchet, les enjeux liés à l'eau, les enjeux liés à l'énergie, que ce soit la maîtrise de l'énergie ou les énergies renouvelables. On retrouve également tout ce qui est réhabilitation des sols et eaux. Donc là, c'est tous les enjeux liés à l'agriculture biologique. Effectivement, lorsqu'on regarde les évolutions, on observe des évolutions fortes plutôt en début de période. Alors, c'est lié sur l'eau et les déchets, c'est effectivement lié à l'ensemble des réglementations qui sont mises en œuvre plutôt en début de période, avec des échéances, avec des exigences de normes dans les stations d'épuration, par exemple. Et sur la fin de période, c'est moins, ça reste de manière globale, ça reste toujours plus rapide que l'emploi global. Et sur la fin de période, les aléas sont un peu liés aux variations dans les mesures de soutien aux investissements dans les énergies renouvelables qui ont pu limiter la croissance de l'emploi dans ces domaines, alors que ces domaines-là avaient été avant 2010 relativement dynamiques. Madame Lupin, Monsieur Hitzberger, vous avez senti justement dans ces missions de service public que vous occupez, en fait, l'effet augmentation de la pression réglementaire sur les objectifs plus contraignants en termes de normes d'émissions des incinérateurs. Monsieur Bourges parlait des problématiques d'assainissement. Est-ce que ça a joué favorablement sur vos recrutements? Effectivement, il y a un fort impact des évolutions réglementaires qui nous ont obligés, c'est ce que vous disiez, à faire beaucoup de travaux, notamment sur les stations d'épuration. Donc ça veut dire beaucoup de construction et également après beaucoup d'entretien et d'exploitation. Est-ce qu'on a pour autant changé nos pratiques de recrutement? Je ne pense pas. Enfin, au niveau de la collectivité, je ne pense pas. Ça a dû avoir de l'impact sur les entreprises qui travaillaient pour nous. Pierre Hitzberger? Oui, pareil, évidemment, on est des métiers qui sont fortement contraints, donc les travaux qu'on réalise, on les réalise beaucoup en anticipation, sous la pression de la réglementation à venir, hein, évidemment, on les fait toujours avant, mais c'est quand même ça qui nous fait effectivement travailler. Mais on a surtout effectivement généré beaucoup d'emplois chez nos prestataires, je pense. Donc prestataires ou exploitants? Alors, chez les exploitants, chez les constructeurs, chez les bureaux d'études qui travaillent avec nous. Par contre, je pense que comme la collectivité elle a une politique de gestion de long terme, elle est là pour s'assurer de la continuité du service, s'assurer de la pérennité des installations. On est donc du coup sur des besoins de compétences, un peu de fond. Alors après, effectivement, on a vu les choses un peu évoluer. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'énergie est devenue un sujet de préoccupation pour toutes les activités. Donc ça, on s'est un peu renforcé sur ces profils-là par rapport à peut-être il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années.
Et puis je pense aussi qu'il y a aussi maintenant une absolue nécessité à avoir des ingénieurs qui sont en capacité d'expliquer ce qu'ils font. Surtout sur le métier du déchet, on est beaucoup engagé dans des concertations publiques qui sont toujours très longues, très ardues, très difficiles, très impactantes personnellement. Enfin, moi, je dépasse je pense, la centaine de réunions publiques depuis que je fais ce métier-là. Et vous le faites depuis combien de temps ? 17 ans. D'accord. Et en fait, il faut aussi que nos ingénieurs, effectivement, soient en capacité de comprendre aussi dans le monde dans lequel ils vivent. Alors, je dis nos ingénieurs, quand je dis ça, je ne fais pas référence spécifiquement à la formation grandes écoles, puisque dans mes équipes, je n'ai pas que des ingénieurs qui sortent d'école d'ingénieur, on a aussi des gens qui sortent de l'université. Mais pour moi, le métier, c'est le métier d'ingénieur, en fait, qui compte. Voilà, mais globalement, ça évolue très, très peu finalement sur le besoin en compétences. Daniel Baumgarten, sur les secteurs des déchets, est-ce qu'il y a des croissances externes sur les secteurs où il y a des appels d'air ? Oui, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'à présent, il est très mode, c'est économie circulaire. Et je crois que lorsqu'on est dans le monde du déchet, comme celui de l'énergie, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez systématiquement. Et on a parlé de réglementations qui ont induit des travaux nouveaux, qui ont induit des fonctions nouvelles. Ces réglementations qui, pour l'essentiel, sont quand même des choses qui ont été faites avant tout pour le bien de la planète et donc du contexte dans lequel on va vivre, mais sont également générateurs de business. Et qui dit générateur de business dit également nécessité d'emploi dans ces domaines-là. Donc effectivement, tout cet ensemble, lorsque l'on va rechercher davantage de valorisation de matière, c'est quelque chose qui est fait dans un cadre réglementaire, mais également dans une évolution de nos clients qui, eux, attendent ce type de service. Et un client qui attend ce type de service va arriver, dans bien des cas, à dire, mais au fond, la gestion des déchets, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis là pour produire des voitures, pour faire des médicaments ou autre. La fonction de déchets, ce n'est pas la mienne. Est-ce que vous êtes à même, vous, traiteurs de déchets, est-ce que vous êtes à même de prendre ces fonctions en charge pour mon compte, chez moi, me permettre de respecter les réglementations, d'être à l'optimum économique, d'être à l'optimum de sécurité. Donc là, je reviens vers votre question de tout à l'heure. Et on a parlé de délégation de services publics, ce que l'on rencontre de plus en plus aujourd'hui, c'est des délégations de services, mais avec l'industrie privée. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va implanter directement chez un industriel donné un certain nombre de personnels qui vont avoir en charge la gestion des déchets. Et donc, dans les qualités que l'on attend des gens, il y a bien ce côté un peu polyvalence, parce qu'ils ne vont pas être toujours entourés d'une énorme équipe. Donc, à un moment donné, il faut savoir se débrouiller. Et vous avez fait une observation sur la façon de s'exprimer qui me paraît très importante aussi, parce que ces gens, nous les lâchons dans la nature chez l'industriel, ce qui veut dire que c'est eux qui ont le contact. Et alors même qu'on les embauche au départ pour une fonction de type technique, ben, ils sont aussi notre relais commercial sur place. Et c'est eux qui vont avoir à tenir le relationnel avec les équipes dans les usines où ils sont délégués, avec les directions de ces usines, et c'est à eux de jouer le côté sécurité. Et on a un certain nombre d'industriels qui ont monté d'ailleurs pour leur personnel interne et pour leurs sous-traitants des prix annuels basés sur les respects d'accidents du travail et autres. Alors, il y a des trucs assez amusants. Il y a des industriels qui vous délivrent pour votre cariste une espèce de permis de conduire et on vous retire des points quand votre gars a été vu en excès de vitesse ou autre. Ça, il faut des gens qui le gèrent. Et là, ce sont des cadres tels que ce que vous préparez, qui, avec autonomie, doivent être capables de le faire. Alain Bonizek, vous confirmez cet aspect humain, cette part de je dirais, le côté pétillant en fait, du candidat qui fait la différence ? Ah oui, je confirme. C'est vrai que quand on rencontre des candidats, notamment les plus jeunes sortis d'école, on va parler souvent de compétences. Les ingénieurs viennent chercher un contenu technique dans nos postes. Globalement, on retrouve des gens qui ont subi des formations qui sont assez équivalentes, et ce qui va nous permettre de faire la différence entre les différents candidats que nous avons la chance de rencontrer.
ça va être justement cette capacité relationnelle à nourrir une relation avec nos clients, parce qu'il ne faut pas oublier que si on est dans la technique, on est surtout un prestataire de service et on est au service de clients, donc il faut savoir satisfaire et faire revenir à nous. Et pour cela, ça va être des compétences techniques certes, mais aussi une certaine aisance relationnelle, une fibre commerciale qui va lui permettre de satisfaire au mieux son client, sachant que d'un client à l'autre, il peut y avoir différentes approches pour satisfaire un même besoin. Donc cette notion d'attitude personnelle est quand même assez prononcée, et c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les jeunes ingénieurs l'occultent au début de leur parcours, et c'est à nous, entreprises, de l'inculquer. Donc c'est choses qu'ils n'ont peut-être pas forcément pu sentir sur les bancs de l'école. Alors vous qui êtes spécifiquement en charge des ressources humaines et donc par voie de conséquence des recrutements, quel conseil vous donneriez pour que ce côté un petit peu exceptionnel ressorte sur un CV? Parce que c'est toujours difficile pour un jeune, et même pour les moins jeunes, de faire un CV qui percute. Jusqu'où on va aller? Comment est-ce qu'on attise la curiosité? Comment est-ce qu'on monte cette capacité à aller au-delà du simple de je sais ceci, je ne sais pas cela, etc. Comment est-ce qu'on arrive à montrer plus que ça sur un CV, une lettre de motive? C'est vrai que le CV, c'est un exercice qui est assez délicat, parce qu'il y a aussi autant de façons de lire un CV qu'il y a de recruteurs. Donc on ne va pas forcément tous le lire de la même façon. Ce que je peux vous encourager à faire, c'est d'être le plus concret possible. C'est vrai qu'avoir des métriques sur un CV de façon à quantifier également la réalisation, ça montre déjà votre orientation résultat. Donc le fait de pouvoir mesurer concrètement ce que vous avez pu réaliser lors de vos différents stages, lors de votre première expérience, ça nous permet déjà de voir concrètement ce qui a pu être fait. Parce que c'est vrai que si vous restez trop évasif, le CV risque de rester en bas de la pile, et c'est les CV d'autres candidats qui vont passer en première ligne. Donc c'est cet aspect concret qui vraiment est important à faire ressortir. Benoît Bourges, on se rend compte qu'il y a une large part en fait quelque part d'immatériel en fait dans le recrutement et dans l'appétence des recruteurs pour tel ou tel profil. Vous, c'est des choses que vous arrivez à mesurer ou c'est difficilement identifiable pour le service statistique? On a à ce stade effectivement non seulement une grande difficulté à faire le lien entre exactement les formations et les compétences des métiers. Par exemple, on mesure la notion de métiers verdissants qui sont ou seront impactés par les enjeux environnementaux. C'est une diversité importante. Ce sont les métiers du bâtiment avec l'isolation, ce sont l'industrie qui eux-mêmes vont être amenés à gérer leurs déchets. Et c'est vrai que la statistique aujourd'hui a des grandes difficultés à mesurer la part réellement impactée par ce verdissement. Donc ça, c'est en termes de pratique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas fait l'analyse suffisante pour faire le lien entre les compétences et les métiers occupés. Et là, je parle de formation, donc quelque chose de quantifiable par les enquêtes statistiques usuelles. Si on parle de compétences de type individuel, là, effectivement, la statistique publique n'est pas en mesure de répondre à ces enjeux-là. C'est plutôt des enquêtes qualitatives qu'il faudrait mener auprès des responsables RH pour avoir ce genre de réponse. Par contre, je crois qu'on peut retrouver vos statistiques en fait de manière très synthétique en fait dans une note, je crois. Je vous vois avec une publication en fait qui date de quelques mois. Oui, alors on a différents moyens de publication de nos résultats. On a donc le site de l'Observatoire national des métiers et des emplois verts, qui est une instance de concertation avec l'ensemble de la statistique publique, l'INSEE, le ministère du Travail, pour échanger sur ces thématiques. Vous avez le lien ici. Ce site dispose par exemple deux fiches portraits sur les enjeux de la transition écologique pour 2 filières. Et il y a également le site du SOS. Donc là, c'est si vous tapez statistique développement durable sur un moteur de recherche bien connu, et vous aurez effectivement l'ensemble des publications. Et par exemple, vous avez une publication sur qualité de l'insertion et ressenti sur les débouchés professionnels après une formation environnementale. Donc c'est une publication qui date d'avril 2015 pour ceux qui sont sortis en 2010 d'une formation environnementale avec une enquête dans le dispositif CEREC 3 ans après. Le CEREC, vous pouvez peut-être rappeler Donc le CEREC, c'est une association qui suit surtout les enjeux de l'ensemble des formations, qui fait une enquête sur l'ensemble des formations, et on a signé une convention avec eux pour suivre particulièrement
les étudiants sortant d'une formation environnementale pour permettre de donner les éléments chiffrés que j'ai donnés tout à l'heure sur quelle est l'insertion suivant les domaines de formation, quels sont les salaires dans ce métier. Et il y a eu tout un document assez détaillé de septembre 2015 sur l'insertion professionnelle des jeunes sortis d'une formation initiale en environnement en 2010 qui donne un ensemble de résultats. Donc ça c'est pareil, on peut le retrouver sur le site internet? Tout à fait, mais je pourrais aussi vous le retransférer pour éventuellement le faire passer. passer. Très bien. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Ça va être perçu positivement. Ça répond un petit peu à la question qui avait été posée précédemment. Ça va montrer une ouverture d'esprit, une curiosité sur le sujet. Après, ça dépend des MOOC. Nous, on s'en sert surtout comme un outil aussi pour faire monter les compétences de nos collaborateurs en interne. Après, les MOOC, c'est encore très nouveau, donc c'est pas des diplômes, c'est pas certifiant encore, donc on peut pas le valoriser comme un diplôme au même titre qu'une licence, un master ou une école d'ingénieur. Mais forcément, ça va vous permettre de vous démarquer par rapport à d'autres confrères qui ont pu postuler à la même offre que vous, par exemple. C'est apprécié, c'est différenciant. C'est différenciant, oui, tout à fait. D'accord. Je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas le monde des collectivités que pour être fonctionnaire des collectivités, il faut passer des concours, donc avec des niveaux bac, des niveaux de technicien, des niveaux bac plus 5. Les concours consistent en des épreuves écrites et puis un petit oral derrière. Voilà. Mais de plus en plus dans les collectivités, il y a un mélange en fait de contrats de droit public et de contrats de droit privé. Donc je pense que ce n'est pas forcément une barrière. Avec la loi NOTRe, les collectivités vont beaucoup se modifier, les structures, les syndicats. On a également des délégations de services publics, donc ce n'est pas une barrière. Voilà. Donc, par rapport au statut des fonctionnaires des collectivités, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez le concours, vous pouvez changer de collectivité, changer de service. Hein, c'est ce qui m'est arrivé dans mon parcours. Moi, j'ai travaillé dans le domaine des déchets, dans le domaine de l'assainissement, de l'eau, du bâtiment, de l'énergie. Donc, voilà, il y a cette richesse-là qui est peut-être des fois plus difficile dans une entreprise. Par contre, il n'y a pas des négociations de salaire, hein, puisque vous êtes sur une grille. Donc, l'avantage, c'est que c'est assuré. L'inconvénient, c'est qu'on ne négocie pas. Voilà. Et la progression est également assurée par rapport à l'ancienneté. Être fonctionnaire, c'est un avantage dans le recrutement. C'est sûr que quand on a un CV qui tombe et que c'est un agent titulaire, en plus, on a une obligation de prioriser ce recrutement-là. Donc, à compétences équivalentes, on prendra le fonctionnaire, bien évidemment. Donc, je vous engage, ceux qui sont intéressés par les métiers publics, de passer les concours. Moi, je suis un pur produit de ça. J'en ai passé 2. Voilà, donc ça fonctionne. Hein. Et néanmoins, on a dans nos équipes des contractuels qui aussi, pour certains, passent aussi en cours de carrière des concours. Donc, on intègre au fur et à mesure de leur carrière. Et on a par contre des spécialistes qu'on a recrutés qui avaient déjà une certaine ancienneté, qui avaient une longue expérience, pour qui c'était plus compliqué de leur demander de passer le concours et de les réintégrer dans les grilles de la fonction publique, et qui donc vont rester contractuels dans la structure. Mais c'est pas un frein au recrutement, surtout que, comme je l'ai dit, on a des difficultés de recruture sur certains métiers, et sur ces métiers-là que j'ai cités, comme l'électricité notamment, on recrute très rarement, malheureusement, des fonctionnaires. C'est vrai que c'est des profils un petit peu plus rares, parce que déjà numériquement, on en voit beaucoup moins. On en a quelques-uns, c'est des candidatures qu'on étudie comme les autres, dès lors qu'elles sont dans le domaine que nous recherchons. Donc je sais qu'on en a quelques-uns en hydraulique, notamment hydraulique fluviale, pour faire des modèles assez poussés. Ce sont des compétences qu'on peut rechercher. Ce n'est pas les plus fréquentes, je ne vous cache pas, mais on peut, par opportunité, en recruter. On peut également en recruter dans les collectivités. Moi, j'ai un doctorat, donc je suis un bel exemple. Simplement, dans les collectivités, ça vous permet de taper plus haut au niveau des concours. Hein. Il y a un concours d'entrée au niveau ingénieur et puis il y a des niveaux au niveau de docteur. Ça dépend de la spécialité, mais ça permet de taper plus haut. Moi, je vais répondre que non, on n'a pas de contact. On a des contacts à l'occasion des stages. Mais moi, je vais être très franc, il y a des stagiaires de certaines écoles que je ne prends plus.
parce que quand je considère qu'on exige de moi que je ponde un stage qui va aller bien, qui sera bien académique pour 6 mois, et que quand j'ai à proposer du boulot d'un vrai ingénieur dans une équipe technique pendant 6 mois, et qu'on me dit ça fait pas un stage, ben je passe mon chemin. Vous voulez dire qu'en fait, les formations ne s'adaptent pas au marché de l'emploi et on demande au marché de l'emploi de s'adapter au marché de la formation. Exactement. Donc moi, je ne fais plus l'effort. Hein. Voilà, parce que des stagiaires, évidemment, c'est comme pour le marché de l'emploi, c'est aussi compliqué. Donc maintenant, on ne travaille qu'avec les formations qui font l'effort d'accepter. Moi, j'ai des stagiaires qui ont commencé un stage, par exemple, voilà. Et puis dans l'équipe, on a une future maman qui en fait doit s'arrêter plus tôt que prévu. On trouve que le jeune il a du potentiel, mais on lui dit ton stage, tu poses ça, je prends ton téléphone, j'appelle ton maître de stage, et demain tu vas gérer ces travaux-là, tu vas faire le chantier. Voilà. Bon ça arrive pas 2 fois dans une vie, une opportunité comme ça. Bon en général, les jeunes sont évidemment très partants pour relever ça. Et après, on se retrouve dans une espèce de négociation avec la formation pour valider le truc, quoi. Moi, je fais pas ça 2 fois, quoi. J'ai autre chose à faire, hein, c'est clair. Voilà. Donc il y a des fois quand même. Et très clairement, je vais vous donner des exemples de mon précédent poste, des formations qui étaient dispensées à l'université publique et d'autres. Il y a une grosse université catholique à Lille. Et donc évidemment, collectivité locale, on était quand même plus amené à travailler avec l'université publique. Voilà. Sur certaines formations, on a arrêté de travailler et l'université catholique de Lille avait une approche beaucoup plus pragmatique sur le marché de l'emploi. Et ce qui fait que voilà, maintenant, nous, si les demandes de stage, si on ne peut pas proposer un minimum de trucs qui ressemblent à du boulot, l'opérationnel, c'est stop, quoi. Je ne fais plus. Daniel Baumgarten, un avis avisé, je crois, puisque... Oui, je vais vous donner une note un peu plus optimiste. On a toujours considéré qu'effectivement, on avait besoin d'être très proche de la formation, des collaborateurs qui viendraient nous rejoindre. Et donc, nous dégageons un certain nombre d'heures, essentiellement pour des cadres de haut niveau, pour aller faire des opérations d'enseignement, pour faire justement cette passerelle entre l'entreprise et le monde de la formation. Alors, ce n'est pas forcément des écoles, ce ne sont pas forcément des universités, hein, tout champ est ouvert. Bon, quitte à faire un peu du nombrilisme, mais en même temps que mes fonctions de directeur développement durable de Séché Environnement, pendant 7 ans, j'ai été professeur associé à l'université de Cergy dans un master des sciences de l'environnement en milieu industriel et urbain, et qui justement permet d'entrer en contact aussi avec les structures de l'université, puisque c'est un job de prof de fac à mi-temps, permet d'être dans tous les comités pédagogiques et autres, et donc de pouvoir dire ce que l'on souhaite. De la même façon, on intervient très souvent en périphérie des zones où nous sommes actifs. J'enseigne, je suis basé à Paris, hein, mais j'enseigne à l'ENGES de temps en temps parce que nous avons des implantations en Alsace. J'enseigne à l'université de Nantes, qui a une antenne déchets qui est à La Roche-sur-Yon. J'enseigne à Montauban. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, nous avons un site industriel qui est à proximité. À l'entreprise, ça lui permet de développer sa notoriété dans une zone donnée. Ça permet d'être en contact avec les organismes de formation de ces zones-là. Et donc, vous voyez, il y a de l'université, il y a de l'école, de manière à pouvoir dire, mais nous, ce dont on aurait besoin, voilà, c'est ce genre de profil, c'est ce type de formation. Et donc ça fonctionne, et très souvent, ça permet aussi de détecter dans les étudiants que l'on a, le petit gars qui nous a l'air futé et qui pourrait on pourrait peut-être bien lui proposer un stage. Et quand on prend un groupe comme le nôtre, c'est une petite 50aine de stages de plus de 2 mois que nous avons chaque année. Donc c'est souvent un système de pré-embauche qu'on utilise, c'est de passer par ce jeu du stage. Et je reviens sur la question précédente du doctorat, quand on a fait ce genre d'opération, en général, c'est quand on avait un problème à résoudre, on n'était pas pressé, mais à résoudre quand même. Et donc, on est parti sur l'idée d'embaucher, de monter un truc du style thèse-cifre, qui nous apporte en même temps donc un complément de financement à partir du ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche.
Et de pouvoir donc avoir le travail avec le doctorant, ce qui nous mettait à nouveau en contact avec le monde académique nécessaire. Et puis à la fin, en général, le doctorant, il est resté. Donc voilà comment ça fonctionne. Et après, on a parlé là de primo-étudiants, mais il y a aussi tout ce qui se passe après, dans la notion de formation permanente. Et entre autres, dans les sujets dont on parle actuellement, je préside le conseil d'orientation du CFDE, qui est le centre de formation au développement durable et à l'environnement, qui est l'organe central de formation des chambres de commerce. Donc vous voyez, on reste très présent par rapport à ces formations tout au long de la vie des différentes personnes, et le CFDE a l'avantage d'avoir à la fois et des fonctionnaires, et des gens du privé. Alain Bonizek, vous avez également cette stratégie chez Safej Suez Consulting d'aller se coordonner avec les formations? Tout à fait, oui. Donc on a un certain nombre d'ingénieurs qui sont intervenants également dans différentes formations un peu partout en France. Souvent dans les écoles dont ils proviennent eux-mêmes. Donc certains ont tissé des liens particuliers avec les responsables de formation en local. Et c'est vrai que chaque année, c'est à peu près le même volume, c'est à peu près d'une cinquantaine de stages de fin d'études que nous proposons à des étudiants. Et c'est vrai qu'on se sert également régulièrement dans ce vivier pour nos embauches de jeunes ingénieurs. Donc c'est vrai qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ça permet aux intervenants de dispenser les messages et la façon de faire le métier, comme c'est fait chez Safej et chez les autres bureaux d'études, puisqu'on a également des gens qui viennent d'autres confrères. Donc ça permet de voir vraiment la réalité du métier et de prodiguer justement tous les messages qu'on n'a pas forcément sur des professeurs un peu plus académiques. Moi, ce que je retiendrai quelque part, c'est le principe de réalité. Effectivement, on demande des gens qui sont ancrés dans le concret, qui connaissent, qui soient des sachants, mais aussi qui sachent se présenter et être percutants. Donc c'était, je pense, le message d'aujourd'hui. Merci à tous d'être intervenus sur cette table ronde. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous et bonne fin de journée.